Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Le président béninois Patrice Talon en France depuis ce week-end. Pas de communication officielle sur ce voyage qui a pour, entre autres objectifs, des échanges avec des investisseurs étrangers afin d'accroître l'économie béninoise. Les Béninois avaient cru avoir atteint l'autosuffisance énergétique suite aux efforts du gouvernement, mais depuis plusieurs semaines, la réalité est tout autre avec de nombreuses coupures intempestives d'électricité. Les raisons dans ce journal. Et puis en Turquie, Recep Tayyip Erdogan, tête de la présidentielle qui s'est déroulée hier, mais contraint à un second tour. Le Merci pour l'attention. Merci pour l'attention. Le président Patrice Talon et sa délégation vont rencontrer des investisseurs afin de nouer de nouveaux partenariats économiques. Le gouvernement a besoin en effet d'attirer des investisseurs étrangers pour accroître l'économie du Bénin. Suivez ici le commentaire de Arthur Ouindo. Le chef de l'État béninois est en France depuis ce samedi. Pas de communication officielle sur ce voyage de Patrice Talon, qui pour la circonstance était accompagné de son ministre de la Santé. De sources concordantes, le chef de l'État avait rencontré notamment à Lyon de nouveaux partenaires, des investisseurs, afin de nouer de nouveaux partenariats économiques. Le gouvernement avait besoin en effet d'attirer des investisseurs étrangers dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et de la santé pour accroître l'économie béninoise. Par ailleurs, le chef de l'État a eu une rencontre informelle avec des journalistes français. Au cours de ce déjeuner, les échanges ont porté sur divers sujets tels que la coopération bilatérale, les enjeux économiques et politiques, ainsi que les questions régionales et internationales. Occasion pour le président Talon de partager sa vision et ses perspectives sur les questions d'intérêt mutuel entre le Bénin et la France. Depuis quelques jours, les Béninois sont confrontés aux coupures intempestives d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Une situation déplorable qui suscite l'indignation des populations qui croyaient avoir conjugué au passé cette période. Les raisons de cette situation avec le porte-parole du gouvernement dans ce commentaire de Ahmed Arekpa. Le gouvernement a laissé entendre son porte-parole lors de sa séance hebdomadaire avec la presse. À part les aléas climatiques qui ne favorisent pas la fourniture d'électricité en temps normal, d'autres raisons sont à la base des coupures d'électricité observées. Pour le porte-parole Wilfried Léandre Rumbidji, la coupure d'électricité est liée aux difficultés des lignes de transport dont le gouvernement a entamé le renouvellement en raison de leur état de vétusté. À cela s'ajoute parfois une sursollicitation de la disponibilité de l'énergie, sans oublier les fournisseurs qui, compte tenu de leurs difficultés structurelles ou ponctuelles, cessent de nous ravitailler. Face à cette situation, le gouvernement du Bénin n'a pas renoncé à son projet d'œuvrer à ce que le Bénin devienne autonome en matière énergétique. Le porte-parole du gouvernement a invité les populations à plus d'indulgence et à faire preuve de compréhension. Après le département du littoral et celui de l'Ouémé, le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est rendu vendredi dernier à Lokossa dans le département du Mono pour échanger avec les autorités préfectorales et communales et trouver par la même occasion des solutions appropriées aux doléances des populations dans le cadre des services à eux offerts par les agents de l'ANIP déployés sur le terrain. Arthur Ouindo. Pascal Niamoulinda, dans le Koufour, c'était pour créer de meilleures conditions de vie et de travail à ses collaborateurs et surtout donner satisfaction aux demandes des usagers que le directeur général de l'ANIP a décidé de poursuivre sa tournée entamée depuis quelques semaines. Il était plus précisément à Lokossa, première étape de cette descente pour échanger non seulement avec les autorités préfectorales et communales, mais aussi pour apporter des solutions adaptées aux doléances des populations dans le cadre des prestations offertes par l'ANIP accompagnées pour la circonstance des responsables à divers niveaux de l'ANIP. Ils ont pu constater de visu l'effectivité de la distribution des cartes biométriques, l'unité de production des demandes ainsi que le bon déroulement des opérations et de formalisation dans le cadre de l'enrôlement au RAVIP pour ceux qui ne l'ont pas fait dans le temps prescrit
par les tests de la République. Après les différents constats, le DG de l'ANI, Pascal Nyemolenda, a recommandé aux unités communales pour l'identification des personnes et leurs assesseurs de réserver un accueil chaleureux aux usagers de leur offrir, en l'occurrence une meilleure prestation de service. Il a rappelé à ses collaborateurs que les préoccupations liées aux erreurs manifestes de réclamation de demandes et autres qui pourraient être gérées sur place doivent l'être afin de donner satisfaction aux usagers. La société de cimenterie d'Onigbolo a célébré 2000 jours sans accident avec arrêt. C'est l'éclosion d'un engagement sur la sécurité et la santé pour le bien-être de son personnel. À cet effet, des journalistes ont visité l'usine pour se convaincre des dispositifs mis en place vis-à-vis de cet engagement. C'est un reportage signé Frédéric Espoir Mabou. Ils ont tous l'air d'employés d'usine SCB Lafarge. Mais il n'en est rien. Ce sont plutôt des journalistes qui découvrent la société SCB Lafarge. Spécialisée dans la fabrication du ciment, cette société de cimenterie du Bénin est implantée depuis 1980 à Onigbolo. Une société qui ne cesse de conjuguer le travail bien fait avec la sécurité et la santé au travail pour le bien de son personnel. Ça fait quand même 5 ans et demi et aujourd'hui on parle, dans 2 mois ça fera 6 ans, qu'il n'y a pas eu un sous-traitant, qu'il n'y a pas eu un personnel SCB Lafarge, qu'il y a eu un accident qui l'a obligé à rester à la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça doit représenter à chacun de notre personnel. Et ça, je le mets à l'actif du personnel. Ayant considéré depuis toujours que la vie humaine est la chose la plus importante, plusieurs actions et dispositifs ont été mis en place pour faciliter et protéger au mieux la vie au sein de cette industrie. D'abord, un centre de santé avec un personnel soignant sur place que découvrent les hommes de médias. Avant de mener une activité, on s'assure toujours qu'il y a un protocole de prise en charge. Donc la prise en charge commence déjà au niveau des lieux de l'accident. Tous les salariés sont formés pour le faire. Donc, pendant qu'ils font le secourisme, ils arrêtent le service de santé au travail. Si c'est à une heure ouvrée, tel que maintenant, à moins de 2-3 minutes, on est sur les lieux. On les ramène. Si ça peut gérer ici, ça se gère ici. Si ce n'est pas le cas, on assure la référence. Parce que c'est une heure ou la nuit, même procédure. On a un numéro sur lequel on nous joint, quel que soit en 5 minutes, on est là. On a une cité d'emploi qui est à moins d'un kilomètre ici. Ces visiteurs de quelques heures ont aussi subi une formation à l'école de la sécurité. Un autre dispositif sécuritaire qui inclut chaque membre du personnel de la société. C'est un nombre d'axes d'orientation, de stratégies, en gros, de règles qui nous permettent de développer effectivement notre activité en toute sécurité. La première des règles, c'est la responsabilité. Vous avez la responsabilité de l'ensemble du personnel de la direction jusqu'au niveau du manager, en passant par les agents de maîtrise jusqu'aux agents d'exécution. Nous avons aussi le leadership. Le leadership de chacune des personnes qui étaient dans cette maison, c'est-à-dire corriger les mauvais comportements, corriger les non-conformités et reporter effectivement les situations dangereuses à qui de droit. Et Dame Prudence Detonji, responsable à la direction de Cotonou, dira que cette protection de la vie humaine participe pour beaucoup aux performances de la SCB Lafarge. Tenant compte des besoins spécifiques de nos clients, nous avons le ciment CM2 32.5 pour les constructions ordinaires. Nous avons le super diamant que nous utilisons surtout pour les fondations et les dalles pour les constructions ordinaires également. Et nous avons le CM1 qui est un ciment que nous avons mis sur le marché pour nos professionnels de BTP. Vous convenez avec moi que plusieurs accidents avec arrêt de travail sur la chaîne de production que vous avez l'occasion de visiter aujourd'hui pourraient arrêter l'usine pendant des heures.
Et ces arrêts-là pourraient poser éventuellement des ruptures de stock et par conséquent l'indisponibilité de nos produits sur le marché. Comme quoi, si le risque est permanent dans une usine comme celle-ci, on peut bien protéger au mieux son personnel. Et d'ailleurs, les responsables de SCB Lafarge comptent bien aller au-delà de cette célébration de 2000 jours sans accident avec arrêt de travail. Nous avons encore du travail pour maintenir ça. Actualité en dehors du Bénin, un second tour aura lieu dans le cadre de la présidentielle turque. Le chef de l'État sortant, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé en tête du scrutin ce dimanche 14 mai, mais sous la barre des 50% des voix. Les détails dans ce commentaire de Didier Guédou. Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, vit en tête et fait désormais office de favori du scrutin. Le président turc a rassemblé plus de 49% des voix au premier tour de la présidentielle ce dimanche et s'est dit clairement en tête lors d'un discours devant une marée de supporters réunis au cœur de la nuit. Il a néanmoins reconnu un second tour lors duquel il pourra sans doute compter sur les reports parmi les plus de 5% du candidat nationaliste Sinan Ogan, arrivé troisième. De quoi a priori pouvoir s'imposer dans 2 semaines. Face au chef de l'État sortant représentant le parti AKP, le candidat d'opposition Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, a donc raté son pari. Lui qui semblait en capacité de s'imposer dès le premier tour, selon certaines études portant sur les intentions de vote, n'a finalement récolté qu'un peu moins de 45% des voix, ce qui pourrait ne pas suffire. Il a néanmoins promis devant ses partisans, rassemblés au cœur de la nuit, de gagner absolument ce second tour et d'installer la démocratie dans ce pays. Dans le même registre, samedi 13 mai dernier, 1,8 million d'électeurs étaient appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Tous les regards sont tournés vers la commission électorale indépendante CENI qui annonce les résultats au compte-gouttes depuis ce dimanche en Mauritanie. Ce triple scrutin est crucial pour le parti au pouvoir El Insaf du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui fait face au jugement des urnes pour la première fois depuis son élection en 2019. Le premier concurrent d'El Insaf est le parti islamiste Tawassoul, qui veut confirmer son statut de première force d'opposition. Le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, qui est arrivé deuxième lors de la présidentielle, a rejoint le parti Sawad, qui espère bénéficier de sa popularité. Après les multiples dysfonctionnements observés durant le scrutin de samedi et dénoncés par de nombreux partis, dont la formation au pouvoir, la CENI se s'est attendue sur l'annonce des résultats. Depuis hier matin, ses membres se relaient à la télévision et égrènent en direct les scores Mougata par Mougata, le nom donné aux circonscriptions mauritaniennes. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur App et Play Store. À très bientôt.